de Piratebox, en particulier de Redbox. Vraiment, c'est un nom foireux qui a été inventé un peu comme tous mes projets en fait, sur un coup de tête. Raspberry Pi et Redbox, super jeu de mots. Donc on va parler d'abord de Raspberry Pi. Alors j'en ai déjà parlé dans un meeting, on a fait un rapide topo, mais j'avais pas encore eu le temps de bien tâter la bête. Et là, j'ai eu le temps de voir vraiment les spécificités du Raspberry. Alors j'ai un Raspberry Pi qui est assez particulier, à savoir que là ils sont en train de mettre un nouveau modèle en prod, qui est un modèle avec plus de RAM et qui a été un petit peu amélioré. Donc la RSB du modèle B, et bon, c'est pas plus mal. Donc on va parler de l'origine de ce projet, des spécifications et surtout des contraintes techniques. Alors j'en avais abordé quelques-unes la dernière fois, je vais en reparler durant cette présentation. On parlera aussi des distributions. J'avais aussi abordé le sujet précédemment en disant que j'avais pas eu le temps de trop tester. Donc on parlera notamment des 3 distributions qui existent pour Raspberry. Alors il y a il y a Debian qui a sa version pour ARM, Arch Linux et puis Raspbian qui est une version optimisée comme on verra par la suite. Les problèmes rencontrés, notamment quand on souhaite faire une Piratebox à partir d'un Raspberry. Donc les problèmes c'est typiquement l'alimentation. Pour ceux que je ne sais pas s'il y en a qui ont des Raspberry ici. Ouais. L'alimentation, c'est un gros souci, surtout quand on essaie de faire du Wi-Fi. Donc il y a des techniques permettant de faire en sorte que ça marche. Il faut juste hacker le Raspberry. Donc on parlera rapidement de ces techniques, et puis on parlera aussi de support de stockage. Et puis on terminera avec la conception de la Piratebox, vous montrerez quels sont les éléments techniques que j'ai choisis, comment j'ai interconnecté tout ça ensemble, et comment j'ai fait en sorte que ça puisse fonctionner en mode portable. C'est-à-dire une boîte toute bête qui fonctionne sur batterie. Alors, origine du Raspberry. Bon, c'est un ordinateur personnel à 25 $. Donc 25 $, c'est pas cher du tout. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai ramené ici, bien sûr, le Raspberry, parce que je vais reconstruire la Piratebox avec les différentes pièces. Donc, j'ai un modèle B, comme je disais, donc 2 ports USB, il y a une sortie HDMI, une sortie S-Vidéo, une sortie audio, et le disque dur, c'est cette petite carte SD, donc ici une carte SD de 16 Go, sur laquelle le système est installé. Pas de pièce mobile, pas de ventilateur, rien du tout. Vous pouvez le brancher directement. L'alimentation normale se fait via le port USB qui se trouve en bas à gauche, en bas à droite, pardon, par rapport à vous, ici, qui est une entrée en micro USB. Et on a possibilité donc de brancher un câble RJ45 pour une connexion Ethernet, ainsi que 2 éléments sur USB. On verra les contraintes après au niveau des spécifications techniques. Donc 25 $ pour un système qui est cadencé quand même relativement bien, je sais plus, c'est 600-700 MHz au niveau processeur. Bon, ça reste très honorable pour ce genre de PC. Format carte de crédit, ça tient dans la poche. Donc pour l'embarquer, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le premier point. Alors bien sûr, si vous voulez vous en procurer, Raspberry en France est distribué par 2 distributeurs, à savoir notamment Farnell et Radiosper. De par des retours des personnes qui l'avaient acheté, il se trouve que Farnell est plus rapide que Radiosper. Radiosper, des télés, je parle de ça, c'était en 2012, il fallait compter entre 4 et 6 mois. Sur Farnell, moi personnellement, il y a un petit problème d'envoi. Ils avaient la mauvaise adresse, donc ça fait un aller-retour, enfin plusieurs allers-retours à la poste, mais c'est de l'ordre de entre 1 à 3 semaines. En gros maximum. Je peux dire quand même, moi Ouais. j'ai pris mes SP430 chez Radiosper, Ouais. livré le lendemain. Ouais, MSP 430. Donc c'est l'UTI, c'est très fourni. En plus, donc, si c'est du Launchpad, c'est à 4 $ et des bananes. C'est ça. À l'origine, donc t'as juste. Ils m'ont même pas fait payer le port. Ils m'ont même pas fait payer le port. C'est très bien. Donc c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas en stock, ça va être ça. Alors, depuis un certain nombre de mois, la production a été ramenée au Royaume-Uni. Avant, c'était produit à pas cher dans des pays, on va pas dire sous-développés, mais des pays qui font ça très bien. Et ils ont ramené la production au Royaume-Uni, en Angleterre, notamment pour des questions d'emploi, etc. Enfin, c'est plus des questions politiques d'ailleurs qui ont motivé ça. Au final, ça revient à peu près au même prix à faire produire au Royaume-Uni. Ils sont déjà revenus sur l'investissement en place pour ce Raspberry. Au pire, il faut les commander sur eBay. Sinon, on les commande sur eBay, ouais. En moins de 2 semaines. Voilà, mais bon, après, c'est. Bon, Radiosper, je crois que c'est Cordier qui avait commandé sur Radiosper, c'est un ami qui doit être au moins arrivé. Et d'autres personnes qui sur Twitter rageaient que Radiosper mettait 4-5 mois à envoyer des Raspberry. Au niveau des spécifications techniques, dans la version que j'ai, moi, c'est un 256 MB de RAM, 2 ports USB, donc un connecteur Ethernet, un micro USB pour l'alimentation, une sortie HDMI, une sortie composite, une sortie audio et un slot SD. Alors l'alimentation USB est assez particulière. Donc bon, vous pouvez alimenter ça avec du 5 volts, 2 ampères, il n'y a pas de problème. Hein. Prenez votre adaptateur, votre chargeur de portable par exemple. Typiquement, on voit du 0,85 mA et du 5 volts pour le chargement des portables.
Donc c'est tout à fait correct hein, pour alimenter un reste. Le seul problème, c'est que votre connectique Wi-Fi va nécessiter au minimum, et je dis bien au minimum, 200 mAh. Si vous montez par exemple un point d'accès avec un Wi-Fi et que vous avez pas mal d'utilisateurs et que le chipset Wi-Fi commence à bien consommer, ça peut monter jusqu'à 500 mAh. Autrement dit, avec l'alimentation du Raspberry, ça ne suivra pas parce qu'il y a une limitation à 140 mAh en sortie sur l'USB. Déjà, problème. On en reparlera, il y a une partie de la présentation qui est dédiée à ce problème-là. Attention au niveau du Wi-Fi, tous les chipsets ne sont pas forcément supportés. Il faut que se fier à une documentation qui... c'est pas difficile, hein, c'est une documentation qui est faite par les utilisateurs qui disent voilà, ça marche, ça marche pas. Bon, fiez-vous aux références qui sont citées. La sortie vidéo, parce que la conversion HDMI VGA n'est pas forcément évidente à faire, surtout qu'elle nécessite une alimentation. Autant la conversion en VGA vers d'autres types de sorties, type DVI ou autre, ça se faisait sans ajout de puissance. La conversion HDMI VGA nécessite un adaptateur qui coûte dans les 30-40 euros, sans les frais de port. Si vous espérez vous connecter ou faire un véritable PC avec votre Raspberry, vous allez avoir des soucis parce que, à moins de mettre ça sur une télé directement, ou d'avoir un écran qui gère l'HDMI, quoique sur les ordinateurs, sur les écrans récents c'est le cas, il faut faire quand même attention avec des vieux écrans comme ceux-là par exemple, eh bien c'est pas compatible. Donc après vous avez deux solutions, soit vous décidez de mettre un écran, soit vous vous dites bah, c'est pas grave, je branche ça en Ethernet sur ma box ou sur un commutateur où se trouve un DHCP et je peux ensuite me connecter dessus, ce qui marche très bien dans la limite des distributions. Les distributions, principalement Linux, hein, qui existent sur Raspberry. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tout citer, ce sont celles qui sont majoritairement utilisées. Donc on a une version de Debian qui fonctionne sur ARM, je n'ai pas précisé, sur un processeur ARM qui est dessus. Bon, c'est pas du x86, mais ça fonctionne relativement bien sur le marché, ça consomme surtout très peu. Donc des distributions Debian et une version de Debian pour ARM. Arch Linux qui a fait aussi sa propre version pour le Raspberry Pi. Donc le Arch Linux, j'avais commencé à la tester lorsque j'ai présenté dernièrement, enfin la présentation d'avant sur le Raspberry Pi, les distributions. Arch Linux, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc Debian, pas mal, mais loin d'être complet, parce qu'ils n'ont pas porté tous les paquets sur la version Real. Donc quand vous cherchez à installer par exemple une version d'Apache ou autre, vous êtes bloqué. Arch Linux, bon, franchement, sincèrement, c'est pas que j'aime pas Arch Linux, mais ça marche pas. Sur Rasp, je précise. Ça marche pas sur Rasp, pourquoi? Parce que c'est loin d'être optimisé. Il y a pas mal de configurations de base de la distribution Arch Linux qui ne fonctionnent pas sur Raspberry Pi. Par exemple, le gestionnaire de paquets, quand vous prenez la version qui est distribuée sur le site officiel hein, pour Raspberry, eh bien, vous la lancez, vous la branchez sur l'Ethernet classique, sur votre box par exemple, et lorsque vous essayez de faire des mises à jour de paquets, ben, un coup ça marche, un coup ça marche pas, les DNS sont totalement aléatoires, il n'y a pas de mise en cache, c'est une vraie catastrophe. Donc à part prendre vraiment toutes les configurations système et puis essayer de tweaker à mort pour arriver à avoir un truc qui marche, il n'y a pas d'autre solution pour mettre en place un Arch Linux out of the box comme ça qui fonctionne. La seule solution qui est viable et qui est quasiment utilisée par plus de 80% des personnes qui utilisent Raspberry, le Raspberry Pi comme système, c'est une Raspbian qui est une Debian Wheezy optimisée pour Rasp. Donc c'est un fork de Debian, une distribution qui est très très suivie par la communauté d'utilisateurs de Raspberry Pi et qui intègre notamment un script d'installation. Alors ce script d'installation, on peut se dire ouais, il sert un peu à rien. En fait, il a le gros avantage de fournir un resize de la partition principale. Il faut savoir que toutes les distributions que j'ai citées ici sont livrées en format ISO 2 Go. Seulement, on peut avoir des cartes SD qui gèrent 2 Go, voire plus. Ça peut être du 16 Go comme la mienne. Et quand on installe le système, c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de la place complète sur la carte SD. Donc, il y a un script qui va étendre avec le partid la partition principale pour qu'elle prenne l'intégralité de votre carte SD, pour rentabiliser ici l'espace au niveau de la carte SD. Alors encore une fois, le choix de la carte SD est discutable. Hein. La carte SD, c'est pas forcément le meilleur support de stockage, surtout lorsqu'on fait beaucoup d'écriture disque. Au bout d'un moment, la durée de vie de la carte SD est mise à mal par ce système-là. Si vous vous documentez sur Internet, il y a des techniques qui permettent de booter sur la SD et de faire tourner le système sur de l'USB, par exemple. C'est déjà plus efficace. Passons. Ce qui va m'intéresser ici, c'est principalement les problèmes que j'ai pu rencontrer quand je me suis lancé dans, dans ces projets de PirateBox, à savoir notamment les problèmes d'alimentation, de support de stockage et de Wi-Fi. Alors c'est un peu tout lié au final, parce qu'on retrouve avec des problèmes liés à l'USB et l'USB lié à l'alimentation.
Donc comme on l'a dit, hein, au niveau de l'alimentation, on a une alimentation de sortie au niveau USB qui est limitée à 140 mA. Il y a des polyfuses qui limitent le courant de sortie. Et là, problème. Donc pour brancher une clé Wi-Fi, certains ont essayé de mettre par exemple du Wi-Fi MIMO avec des mini-dongles en Wi-Fi 802.11n. Bah, c'est le même problème. Ça ne fonctionne pas forcément mieux. Ça fonctionne quand on annonce un réseau, mais dès qu'on commence à vraiment utiliser ce réseau-là et à communiquer avec le point d'accès, bah, les performances, elles s'écrasent. Donc c'est pas top. Et on a des connecteurs USB limités, on a 2 connecteurs USB bien sûr. Si on veut mettre 3 à 4 périphériques, on se retrouve assez vite bloqué. Alors, bon, le gros souci, ça reste l'alimentation, hein, clairement. Au niveau du support de stockage, la carte SD ne fera pas l'affaire. On a besoin d'un support externe. Surtout que là, sur une Pirate Box, on souhaite offrir quelques gigas de stockage. Imaginez qu'il y ait beaucoup d'écriture et de lecture fait sur ce périphérique-là. D'une part, je suis limité à 16 Go, voire même moins, parce qu'il y a le système qui prend de la place. Mais en plus, ça risque de bousiller ma carte SD. C'est pas forcément ce que je souhaite. Donc il me faut un support de stockage externe. On retourne ici au problème d'alimentation. Notamment si on met un disque dur externe qui lui aussi a besoin d'une intensité suffisante pour pouvoir fonctionner. Alors le problème ici, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, c'est que le Wi-Fi est très gourmand. Ici, plus de 250 mA en moyenne sur l'ensemble des nombres que j'ai pu tester. Et il va falloir trouver une solution. Même les dongles Wi-Fi 802.11n ne suffisent pas, il y a quand même peu de clés supportées. Alors au niveau du Wi-Fi, bon, vous voyez, il y a quelques petits slides comme ça. Au niveau du Wi-Fi, on a donc trouvé un petit hack qui permet de résoudre le problème. Alors, on peut alimenter le Raspberry Pi, comme c'est indiqué dans la documentation, via le port micro USB. C'est ce que quasiment tout le monde serait enclin à faire. Il y a des petits malins qui se sont amusés à se dire, bah, ce port ici, il est sympa, le port micro USB, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alimenter ces connecteurs USB? Ils se sont donc plongés dans la documentation qui est accessible en ligne, de la documentation technique hein, de ce Raspberry Pi, et ils ont vu notamment que les connecteurs alimentant ces ports USB étaient en quelque sorte recoupés sur l'alimentation générale. Et ce qui se passe, c'est que si vous les alimentez par ces ports USB, eh bien vous allez aussi alimenter le circuit du Raspberry Pi. Autrement dit, ça fonctionne. Vous alimentez par le micro USB ou par l'USB normal. Quel est l'intérêt d'alimenter par le port USB typiquement prévu pour la sortie? C'est qu'en fait, les deux ports USB sont connectés sont juste brochés ensemble. Donc si vous alimentez avec du 2 A ce côté-là, le second port USB va sortir du 2 A. Et donc, plus de problème de limitation à 140 mA. Un petit hack au niveau de la conception. Donc ici, on peut alimenter en 5 volts avec un courant supérieur à 1 ampère. 1 à 2 ampères, ça marche très bien avec ce Raspberry Pi. Donc le choix de la solution. Alimentation. On va utiliser un petit hub, comme celui-ci, pour les tests. Donc c'est un hub USB 4 ports, hein, trouvé sur Amazon vers 8 €. Pas forcément pas très excessif. On a un adaptateur qui va avec, qui lui fournit du 5 volts 2 ampères. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on va alimenter le hub avec le 5 volts et que l'on va brancher un cordon USB ici sur le rasp. Alors pour les tests, j'avais fait ça avec un disque dur. Donc j'ai utilisé le câble en Y qui est généralement fourni avec des disques durs. Comment fonctionne ce câble en Y? On a un connecteur principal pour la liaison de données qui généralement est de type USB standard, donc je ne sais plus quel type de fiche que c'est, mais c'est celle qui rentre exactement dans un hub USB. Et on a généralement une sortie qui est en mini USB qu'on plug sur le disque dur. Et connecté au connecteur standard, on a une dérivation qui est faite sur la partie alimentation avec une deuxième prise USB. Vous savez, c'est typiquement quand votre USB d'ordinateur ne fournit pas assez de patates, on branche le deuxième et là, ça fonctionne mieux. Ben, en fait, on se sert de ce deuxième cordon comme d'alimentation et on le branche sur le hub. Donc on branche un cordon d'alimentation sur le hub, le cordon principal sur le Raspberry, donc à ce niveau-là. Bon, je vais pas ramener le cordon, mais je pourrais faire une démonstration après. Donc on ramène sur celui-ci, et au final, on peut mettre le cordon, le connecteur mini USB sur le disque dur. Et comme ça, on a un disque dur qui est auto-alimenté avec du 2 ampères, enfin ici c'est du 1 ampère en particulier, et on a aussi le Raspberry Pi qui est alimenté, avec en plus un hub qui fonctionne. Donc après, vous pouvez mettre dessus une clé Wi-Fi, ce que vous voulez, vous avez suffisamment d'énergie pour alimenter le tout. Le seul problème, c'est que c'est pas super portable. Ça, pour faire une Pirate Box mobile, on est loin du compte. La clé Wi-Fi, autre problème. Non, je vais pas terminer l'alimentation, pardon, je parlais de la batterie.
Donc, pour faire du portable, on va se servir de ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors, c'est une batterie Duracell ici qui sert à alimenter à recharger des téléphones portables. Ça s'achète bien, ça se recharge sur le secteur, c'est tout à fait mobile. Branchez ça sur une prise, ça se recharge. Vous pouvez vérifier la charge avec un petit bouton, c'est super bien foutu. Et puis à partir de là, une fois que c'est fait, on enlève le connecteur. Bon. On jette le Forcément, on jette le connecteur et on peut utiliser la batterie avec les deux ports USB qui sont fournis ici. Alors cette batterie envoie une tension nominale de 5 volts et puis bien sûr un courant d'1 ampère. Ce qui est suffisant ici pour notre clé Wi-Fi. Donc c'est un truc assez sympa. Le seul problème, ça va être la durée de vie. C'est-à-dire combien de temps on va pouvoir alimenter notre montage. Ça, c'est le gros souci. J'en suis arrivé à des temps d'utilisation d'1h30. Bon, ça reste honorable quand même pour une petite batterie à 15 €. C'est quoi la capacité de ta batterie? Celle-ci, c'est une 1800 mAh. Ah, il y a des 12 000 mAh. Ah oui, il y en a des plus, belles, c'est sûr. Le prix après, ça monte. C'est une Voilà. Excuse-moi, en fait, Ouais. t'as essayé le mini dongle Edimax, Non. qui est devenu un peu le plus connu de la communauté. Parce que celui-là, moi j'ai fait des tests personnellement, il marche très très bien et il n'y a absolument pas besoin de mettre de la. Alors, il y a des dongles, effectivement, qui sont réputés pour pas beaucoup consommer, mais forcément, après, il y a des inconvénients, à savoir que pour le rayonnement, c'est moins bien. C'est moins performant en termes d'édition. Est-ce que cette batterie-là serait compatible avec n'importe quelle unité centrale, enfin, avec n'importe quel port USB? Oui, mais bon, après, faut avoir quelque chose alimenté en USB. Donc, typiquement, les smartphones, ça fournit juste l'alimentation, il n'y a pas de connecteur autre. Concernant le dongle, t'as pas un endroit en unité électionnelle. Ça peut être problématique. C'est-à-dire? Parce que t'as les antennes unidirectionnelles et Ouais. multidirectionnelles. Omnidirectionnelles. Non, les dongles, la plupart, c'est Omni. Omni? Ouais. Pratique. Non, disons que pour le Wi-Fi, moi je me suis reposé sur ce dongle TP-Link, qui est un dongle qui est pas cher, en montage ça coûte 10 €, pareil, et mon 802.11n, et par contre celui-là il arrose pas mal, au niveau, au niveau portée. Donc enfin faut voir, ça peut être un choix. Hein. De toute manière, le point d'alimentation se pose aussi pour le disque dur, par exemple, si vous mettez un idée. Donc ça reste toujours un souci. Donc, sans antenne, je peux pas. hein? Il est sans antenne. Il est sans antenne, on peut en prendre avec une antenne, bien sûr. Bon, après, au niveau des choix, ici, c'est des choix que j'ai fait aussi par rapport au coût. Au niveau des dongles et autres, l'idée c'est d'avoir un prix de revient au niveau de la Piratebox qui n'est pas forcément trop élevé. Et la clé de stockage, bon, j'aurais pu prendre un disque dur externe, j'en ai un, mais pour des questions d'encombrement, je suis parti sur une clé USB 32 Go. On pourrait prendre un disque dur de 500 Go sans aucun problème, en 1 Tera. Ça fonctionnerait relativement bien avec ce système. Donc, ici, on a plusieurs étapes. La première, donc, faire les spécifications matérielles, la connectique, faire un POC, installer, configurer l'ensemble des logiciels, et puis bien sûr, concevoir un boîtier et tester notre Piratebox. Bon, j'ai pris un Raspberry Pi, je pense que j'ai fait un taille, j'ai pris je vous ai mis les références ici des différents composants, si vous souhaitez vous amuser avec. En tout cas, ça fonctionne. Alors effectivement, ça pourrait être bien après que je mette la référence du dongle que tu citais, en 802.11n, s'il fonctionne très bien out of the box, tant mieux. Edimax, il faut. Voilà, bon, là parfait. Une carte SD, mini USB PRX avec un hub pour alimentation. Donc ça, si vous voulez mettre un disque dur externe, c'est conseillé. Et des câbles USB, pourquoi? Parce qu'on va faire du découpage. Alors le hub, dans mon cas, c'était bien, mais ça prenait de la place. Pour encore un gain de place, j'ai décidé de faire un truc très très sale, mais vraiment très sale. Hein. On aurait pu faire plus propre avec les meilleures soudures. Petite taille de prototypage, souder 3 câbles USB, parce qu'il me fallait un cordon en Y qui n'existait pas. Alors, malheureusement, j'avais pas demandé à des fabricants d'aller me faire mon cordon qui n'existait pas. Donc il se trouve que c'est un câble USB femelle, relié donc à un câble USB mâle. Donc les deux, bien sûr, ont la liaison de données qui est bridgée. Et entre les deux, on retrouve ici ce qui va être connecté à l'alimentation, qui fait juste qu'injecter le plus 5 volts et la masse. On va simplement connecté au niveau de la carte. Donc c'est très très basique. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de me passer du hub pour l'alimentation. Donc le montage, une fois réalisé, ressemble à ça. Donc vous avez l'adaptateur super crade que j'ai fait qui ressemble à ça en mode très bourrin et pas le temps de faire un truc prototypé relativement bien. Mais disons que ça fonctionne pas mal. Au niveau de la portée, c'est plus qu'honorable pour la Piratebox. Et quand on monte de tout, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Donc si on prend notre Raspberry
qu'on colle au Raspberry, je sais pas, disons la clé USB, que l'on connecte ensuite à tout ça comme il faut bien, c'est-à-dire l'alimentation dans le câble ici, une clé USB 32 Go que je connecte dans le port, et ma petite batterie que je plug ici. Si tout se passe bien et que je fais pas trop le boulet, vous avez le Raspberry qui boot. Les petites LED ici, typiques, montrent que ce système démarre. Donc ça c'est on va dire le POC matériel. La configuration du système. On fait partir sur une Raspbian. Alors il faut tweaker un petit peu la Raspbian pour que ça démarre, on va dire, somme toute assez rapidement. Donc désactivation des services inutiles, un classique. On configure les interfaces, donc on va garder l'Ethernet en secours. J'ai configuré une connexion avec du DHCP sur la carte Ethernet. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'adaptateur HDMI, donc si jamais il y a un problème qui est débloqué, ou il y a quelque chose qui marche pas, ou même si je me fie qu'au Wi-Fi, et que le Wi-Fi marche plus, je suis embêté. Donc j'ai laissé l'Ethernet, et puis j'ai mis une interface équipée fixe sur le Wi-Fi. Pourquoi? Pour pouvoir fournir un point d'accès, un hotspot. J'ai modifié le mot de passe par défaut, c'est pas la peine d'essayer de vous connecter en SSH dessus avec le mot de passe par défaut de la Raspbian, ça marchera pas. Toujours, bien sûr, pour des principes de sécurité. Et un montage automatique de la clé USB formatée en VFAT. Alors c'est sûr, il y en a qui vont me dire, oula, t'as utilisé du VFAT, t'aurais pu utiliser du Next. L'avantage du VFAT, c'est justement perdre toutes les notions de permission, donc je l'ai monté en read-write pour tout le monde, ce qui permet d'aller dans le sens de la Pirate Box, à savoir permettre à n'importe qui de venir écrire, modifier, lire des fichiers. HostAPD, il assure, pour le point d'accès, toujours encore très standard. Donc le point d'accès se nomme Radbox, un point d'accès ouvert bien sûr, pas de chiffrement. Alors ça pose bien sûr des soucis pour prendre sur les fichiers, pour être plus ou moins sécure, mais là n'est pas la question. En 802.11b, donc le Wi-Fi le plus minimaliste sur la bande des 2 Go 4. Pour le DNS, un DNS masque, l'idée c'est que lorsque vous ouvrez n'importe quel navigateur qui a une page par défaut, une page d'accueil, eh bien le système vous redirige sur le portail. Donc on a un DNS qui est hosté sur port 53 avec un port 53 d'ouvert, un réseau privé qui est somme toute assez basique en 192.168.0.0/24, et on a une redirection vers un domaine qui est choisi, rad.box, qui est servi par la Pirate Box. Pour les serveurs, le serveur utilisé c'est du HTTPD, encore une fois c'est discutable, ça aurait très bien pu marcher sur du Nginx, il n'y a pas de contrainte. Après si j'ai fait des tests dessus, bon le HTTPD était sympa à configurer, PHP en CGI mais pas de base de données. MySQL se révèle très gourmand sur le Raspberry Pi, surtout en consommation CPU. Donc pour des questions d'optimisation, j'ai opté pour pas de base de données. Alors la base de données ici n'a pas forcément beaucoup d'utilité. Plus si je voulais mettre un chat à disposition par exemple, bon là j'ai pris de la liberté de pas mettre de système de chat sur la Pirate Box. Au niveau du serveur FTP, alors pour FTPD, c'est pas le meilleur choix encore une fois, c'est un choix qui fonctionnait, qui est assez simple à implémenter. Donc bon, ça reste discutable, mais si vous voulez mettre autre chose, il n'y a pas vraiment de souci. Et puis un Samba, un partage Windows en quelque sorte, que j'ai mis en place avec un partage qui s'appelle Radbox, j'ai désactivé les imprimantes, et encore une fois, j'ai donné l'accès en lecture-écriture pour tout le monde. La page d'accueil, bon, j'ai fait une page d'accueil assez basique avec 2-3 boutons, ça soit bien visible pour que l'utilisateur qui ne connaisse pas le projet puisse savoir en quoi ça consiste, puisse avoir notamment accès donc, aux 3 modes de partage, à savoir donc, le partage Windows via Samba, le partage via le FTP et un partage qui est via le navigateur. J'ai utilisé pour ça un petit framework qui s'appelle EFinder qui permet de faire un file manager sur le système en précisant une racine. Bon, je suis parti ensuite en mode SDF, récupération de carton. On peut même caser le hub s'il y a besoin. Donc mon boîtier que j'ai choisi, j'aurais pu faire un boîtier plus sexy, j'en ai parlé avec des gens sur Twitter, des gens qui font de l'impression 3D par exemple, qui m'ont dit que oui, il fallait que je leur donne un fichier STL, modélisation 3D du boîtier, sauf que je suis une bille en 3D, et j'ai pas été foutu de faire un truc sur Blender. Donc c'est sympa, s'il y a des gens qui maîtrisent, moi je suis preneur, mais bon, c'est pas... J'espère qu'il y a cadeau dessus avec. Ouais, voilà, bon, limite. Puis j'ai pas d'imprimante 3D pour l'instant, donc même si je voulais faire quelque chose, ça n'aurait pas été très productif. Donc j'ai récupéré une boîte de cartes alpha. J'avais acheté il y a je sais pas, il y a peut-être 2 ans de ça, à Vegas, un truc comme ça. Et bon, je l'ai un peu tuné histoire d'eux. En mode la grotte du barbu, parce qu'on trouve quand t'es nain, on essaie de faire ce qu'on peut. Et j'ai casé le montage dedans. Donc typiquement, je vais essayer de la re-rentrer dans le boîtier. Alors, en plus, quand elle est allumée, c'est super sport.
C'est super intéressant à devrait. Mais normalement, c'est quelque chose qui se case assez bien. Et voilà, le Pirate Box mobile, encore vraiment faible. Je la garde à côté. Normalement, elle est active. Donc après, il y a la démo, à savoir ici la connexion à Moradog. Donc elle se trouve ici, connexion automatique. Alors connexion établie. Donc si je vais sur le web par exemple et que je demande d'avoir un Google, qu'est-ce qu'il me répond? Hop, rad.box. Je veux faire du partage de fichiers via le navigateur, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Forcément, il fallait que ça merde la démo. Loi de Murphy oblige. Donc là, il y a le bon, ça fonctionne normalement. Bah, j'ai mis des fichiers à disposition, bien sûr. Le point de montage n'a pas été monté. Faut bien faire. Là, Loi de Murphy oblige. Je vais essayer de faire démarrer au pire pour voir tout à l'heure. Mais bon, je vous laisserai essayer par la suite si vous voulez. Et donc, on a accès avec le système ici via le web. Mais on peut avoir aussi accès au partage. Il y a un partage Windows et puis via du FTP. Je vais vous montrer ici rapidement, alors, même si les fichiers pour l'instant ne sont pas ceux que j'ai mis dessus, mais bon, c'est pas catastrophique. Donc en FTP, donc le FTP pour FTPD un petit peu long, s'il fait des résolutions DNS inverse pour l'instant dans la configuration que j'ai mise, je désactive ça, mais bon, normalement, si tout se passe bien, on envoie la requête et on a accès à un petit fichier de bienvenue par exemple. J'ai déjà la quarantaine. Oui, le quarantaine, ça c'est le Finder qui est écrit automatiquement. Ah d'accord. C'est le système qui permet de mettre en quarantaine, donc il y a un petit message d'accueil qui est affiché au niveau du service FTP notamment. Et donc la Redbox est fonctionnelle et portable. Là je vais régler juste le problème du point de montage parce que c'est pas normal que ça l'ait fait. Donc pour ça avec un petit terminal, c'est pas la peine d'essayer de sniffer. Alors, on peut le voir, hein, c'est basé sur DRM, c'est parce que c'est pas le processeur qui est le plus rapide du monde. Quand on essaie de faire une connexion SSH comme ça sur la machine RAD.box, ça prend un petit peu de temps. Surtout avec la résolution DNS inversée pour le temps. Oui, surtout oui. Après, je désactive encore, mais je suis sûr qu'il y a encore énormément de choses à faire sur cette box. Alors, la sécurité sur le sudo, c'est super. On va remonter juste le partage. Alors, Special Device DVSDR1, ça existe, ah, ça pue les régulières. Qu'est-ce qu'il met au niveau du montage? Ah bah, oui, forcément, USB. Ouais, bah c'est sûr, il a pas vu ma clé USB, donc c'est normal, ça passe pas. Bref, bon, je vais redémarrer tout à l'heure. C'est le fail de la démo. Je vais avoir plugué. C'est juste la connexion qui était mal faite. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, super. Bref, bon. Je vais pas insister là-dessus. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on arrive à partir d'un Raspberry Pi à faire Une au final. question. Ouais. Voilà. Non, c'est bon. Les gros boutons, là, enfin, avec le navigateur, puzzle, etc. Ouais. C'était en PHP. Voilà, c'est une page PHP qui est chargée. En fait, c'est juste de HTML des boutons. Le PHP est vraiment utilisé par le navigateur de fichiers. Alors, bon, forcément, vu que là, j'ai eu la présence d'esprit de tout démonter la Pirate Box et tout la remonter. Quand j'ai remonté, ça c'est un peu raté, mais bon. Par la suite, je pourrais vous refaire une démo bien casée, bien qui marche et tout, sur cette Pirate Box. Et en fait, oui, la partie PHP, c'est juste le navigateur avec de l'Ajax. Tout est situé dans le navigateur, ce qui fait qu'au niveau du serveur, il n'y a pas tellement d'interaction. On fait juste des petites requêtes qui permettent de savoir quel fichier on va lire, etc. Et puis ensuite les récupérer. L'avantage de ce système, avec même effectivement avec l'exécution de PHP, c'est que, entre autres avec Ajax, on fournit toute la lourdeur de l'interface vraiment au niveau du client et pas au niveau du serveur. Donc ça permet aussi d'alléger les requêtes, d'alléger les écritures disques. Et en plus de ça, j'ai pas précisé, les systèmes de log de serveurs web est totalement désactivé. Il n'y a pas de traçage des fichiers uploadés, des requêtes effectuées, pour une question de sûr d'anonymat. Il y a quel système dessus? Là, c'est un Raspbian qui est dessus. C'est une Debian par défaut, comment ça? Le système Raspberry Pi est livré sans système. Même sans carte SD, si vous prenez juste le modèle du Raspberry. C'est à vous de prendre la carte SD et d'installer le système dessus, mais ils fournissent des fichiers .iso que l'on peut utiliser pour paramétrer le Raspberry.
Ça, la clé USB, là, le stockage, il est où, alors, du coup? C'est sur Le stockage par défaut est sur la carte SD. la carte SD. C'est pour ça que oui, une carte USB, au moins une clé USB pour faire du stockage, c'est ce qui est le plus efficace. On va voir ici pourquoi ça se passe pas. Les fichiers qu'on voyait, ils étaient où en fait? Elle était sur la carte SD. J'avais mis quelques fichiers justement au cas où ça ne la chargeait pas dans la carte SD, enfin dans la clé USB ne marchait pas. Il y a un message de bienvenue. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Forcément, alors l'effet démo étant ce qu'il est. Ça doit booter obligatoirement sur la SD. Non, oui, ça boot obligatoirement sur la SD. Tu peux pas booter sur le... Il est sorti du boîtier juste pour faire un test. On va voir après. Tu peux booter sur l'USB, mais il faut que tu bidouilles la carte SD en fait pour juste héberger le kernel et puis comme quand on fait un boot sur un LCD ou autre, hein, c'est juste le système de boot et après ça va charger la clé USB qui est connectée et ensuite monter ça comme étant le système principal et on continue d'exécuter avec l'accès au boot. En fait, c'est juste ton On y système de accède boot. facilement au système de boot. C'est pas si évident que ça à faire. Ça se fait, mais il y a quelques tutoriels qui l'expliquent sur le net. C'est loin d'être évident. Il faut suivre toute une série d'étapes permettant de mettre en place ce genre de boot. Bon. Ça va connecter automatiquement sur Sysrim. Le Redbox apparemment serait de nouveau up. C'est bien cet effet démo parce que j'ai montré la Pirate Box tout à l'heure. Par contre, À côté. la vitesse d'écriture sur la clé USB, ça passe par un Raspberry, donc du coup. C'est limité. boucle, De toute manière, le Raspberry Pi, c'est pas forcément le système qui est le plus rapide qui soit. Alors, vous avez différents systèmes hein, pour mettre en place des Pirate Box. Vous avez certains qui vont utiliser des petits routeurs TP-Link qui coûtent pas trop cher. Je sais plus, on en trouve, d'après ce que je disais, je crois que c'était Mandarin, on trouve à 9 $ en achat groupé. Ça se fait assez bien. Et bon, par contre, il faut installer une version de DD WRT qui est customisée pour ces systèmes-là. À savoir que c'est fourni notamment sur le site du projet du fondateur de la Pirate Box, en fait, David Darts. Il a tout un wiki sur lequel il présente justement le concept et il fournit les ISO ainsi que le suivi. Alors, connexion Italie, non, Sysrim, je veux pas. Non, décidément, ça va pas fonctionner comme je veux aujourd'hui. Ah. Cette fois-ci, c'était The bonne. Après, ça dépend si la clé USB n'a pas forcément bien été détectée. Le fait de fonctionner avec une clé USB, c'est presque plus évident. Laisse tomber. Voilà, forcément, c'est l'effet démo, ne cherchez pas, j'ai réglé ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la Pirate Box? Non. Bon, bah, ça en est fini. Je vais présenter un truc après, mais ça sera plus sur un autre projet perso. Encore une fois, ça va pas mal troller, je pense, parce que c'est un sujet assez intéressant, somme toute. On va faire ça, on fait un petit pause de 10 minutes, un quart d'heure entre temps, histoire de boire une bière, ouais, et puis surtout de voir pourquoi ça fonctionne pas, parce que depuis que j'ai rebranché, il y a des soucis, donc j'aurais pas dû débrancher de toute façon. Voilà, donc si ceux qui veulent voir, allez en expo, enfin en expo, on en a parlé. Et la tourne sur le Regarder mais pas toucher. Bon, sans toucher, si on voulait après. Écoute.